Bonjour, troisième vidéo de cette série, toujours consacrée à la façon dont les données étaient organisées sur les disquettes de l'Atari ST. Cette fois, on va descendre à un très bas niveau. Vous allez voir, on va carrément arriver au niveau matériel, tout simplement. On va parler de plusieurs petites choses, mais en particulier des fuzzy bits, qu'on appelait aussi weak bits, ou bien, je sais plus comment, c'est un truc qui avait 3 ou 4 noms différents, hein, qui était une des manières de faire des protections, ma foi, très efficaces contre la copie à l'époque de l'Atari ST. Commençons par parler des données situées sur une piste. Donc quand je dis piste, ça veut dire face 0 ou face 1, piste temps. Déjà sur une piste, il y a les données de tous les secteurs présents sur la piste, évidemment. Mais ce n'est pas tout, ce serait beaucoup trop simple. Il y a d'abord un gap qui marque le début de la piste. Alors qu'est-ce qu'un gap? Gap, on peut traduire ça par zone vide si on veut en français, ou trou, béance, espace, interstice. Eh bien c'est une zone qui ne contient pas de données utiles pour l'utilisateur, mais qui peut peut-être éventuellement contenir des données utiles pour le lecteur de disquette. Donc les gaps, c'était des trucs qui se trouvaient entre les secteurs, mais il y a également un gap en début de piste et un gap en fin de piste. Entre ces gaps se trouvent donc les secteurs, donc on a grand N fois, pour une piste qui contient grand N secteurs, les données du secteur numéro I, et puis un gap entre le secteur I et le secteur I plus 1. Alors, je vous ai déjà dit dans la première vidéo de la série que la rotation d'un lecteur de disquette était tout le temps la même, que du coup la vitesse angulaire pendant une opération de lecture ne changeait pas et que la vitesse angulaire pendant une opération d'écriture ne changeait pas non plus, et a priori c'est la même. Bon, ça veut donc dire que la quantité de bits qu'on pouvait effectivement placer sur une piste est la même de toute façon, quel que soit le nombre de secteurs présents sur la piste et quelle que soit la taille des données contenues dans chaque secteur. Ça veut dire que sur une disquette formatée avec 9 secteurs de 512 octets par piste, vous aviez des gaps plus grands que sur une disquette formatée avec 10 secteurs de 512 octets par piste. Et notamment, j'ai cru comprendre que si le format 11 secteurs pouvait parfois poser quelques problèmes pour les opérations d'écriture, c'était à cause du fait que quand on mettait 11 secteurs par piste, on avait des gaps qui étaient un petit peu petits. Voilà, alors j'ai pas trop compris le détail, mais apparemment ces gaps sont nécessaires pour que la tête de lecture puisse savoir à quel endroit elle se trouve, qu'elle puisse plus facilement repérer les débuts et les fins des secteurs. Voilà, j'ai pas tout compris le détail, parce que j'ai lu des docs vraiment très détaillés là-dessus, et j'ai vraiment pas tout compris. Si vous vous dites que ça doit être, que ça vous paraît évident, moi en regardant le détail, j'ai pas trouvé grand-chose d'évident. Parce qu'il y a, c'est bourré de petites infos. On peut pas juste dire il y a des gaps et puis il y a des secteurs. C'est pas vrai. À l'endroit où il y a un secteur, il y a les données du secteur proprement dit, et il y a plein d'autres petites infos. Il y a des petits paquets de bits qui fournissent des infos de synchronisation pour la tête de lecture, et il y a d'autres données. Les gaps eux-mêmes, est-ce que ce sont censés être des zones vides, c'est-à-dire avec entre guillemets que des bits à 0? Enfin, on va voir qu'en pratique, que des bits à 0 sur une disquette de l'Atari ST, c'est pas possible du tout. On va expliquer pourquoi sur la page d'après. Dans le détail, tout ceci est vraiment compliqué. En tout cas, pour une personne comme moi, qui en général n'en a pas grand-chose à faire du hardware, moi je suis vite largué quand je regarde vraiment des explications détaillées sur tout ça. Maintenant, j'oublie les gaps et je m'intéresse au secteur proprement dit. Comme je viens de le dire, il y a les données du secteur proprement dites, les 512 octets généralement qui seront renvoyés à l'ordinateur pour une opération de lecture d'un secteur, et puis des données en plus, dont les numéros des secteurs et leur checksum. Ouh là là. Alors, pourquoi il faut préciser le numéro du secteur? Eh bien, sur une piste qui contient 9 secteurs par exemple, les 9 secteurs peuvent être à la suite les uns des autres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut tout à fait imaginer que l'ordre ne serait pas cet ordre-là.
Il y a bien 9 secteurs, leurs numéros vont de 1 à 9, mais pas dans l'ordre. En pratique, les disquettes formatées avec 11 secteurs avaient souvent des secteurs entrelacés. C'est-à-dire que vous aviez le secteur 1, puis après le secteur 7, puis après le secteur 2, puis le secteur 8. On dit qu'on avait un entrelacement de 6. Voilà. Et la raison de cela, c'est que les disquettes en secteur étaient un peu plus rapides à lire piste par piste avec un entrelacement de 6 qu'avec l'entrelacement par défaut. La valeur d'entrelacement par défaut sur les disquettes de l'Atari ST, c'était 1. Ça voulait dire pas d'entrelacement du tout. Pour une disquette avec 9 ou 10 secteurs, quand vous lisiez avec un entrelacement de 1, ça allait très vite. Et c'est vrai que lire une disquette en secteur avec un entrelacement de 1, c'était plus délicat. Je ne sais pas si c'est une conséquence du fait que les gaps étaient plus petits ou pas. Mais c'est vrai que 6 comme entrelacement pour une disquette en secteur, ça marchait super bien. Bon. Alors, l'histoire des checksums. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, j'ai dit le bout de secteur sur l'Atari ST, si son checksum est égal à une valeur précise, le système considère, le BIOS ou le système, je ne sais pas trop, considère qu'il y a du code exécutable dans le bout de secteur et qu'il faut l'exécuter. C'est une utilisation des checksums tout à fait particulière qui est absolument propre à l'Atari ST. C'est vraiment spécial. Dans l'histoire de la micro-informatique, il y a peut-être eu d'autres ordinateurs qui avaient ce genre, qui avaient des mécanismes comparables, j'en sais rien. Bon. Mais en fait, sur un secteur de 512 octets, vous avez toujours un checksum qui est calculé des 512 octets du secteur. Donc dans les données du secteur, vous avez 512 de données utiles, 512 octets de données utiles, et vous aviez quelques octets en plus, comme le numéro de secteur et le checksum du secteur. L'intérêt, c'est que quand vous commandiez au lecteur de disquette de charger les données dans un secteur, eh bien, il lisait toutes les données, y compris le checksum, il recalculait le checksum, et si le checksum était bon, ça allait. Sinon, vous aviez une erreur de lecture. Et sur l'Atari ST, une erreur de lecture, j'aimais pas ça. Bon, d'abord parce que ça voulait dire que des données étaient fichues, c'était embêtant. Et ensuite, le bruit que faisait le lecteur de disquette, juste pour un mauvais checksum, quoi. C'est le bruit, le bordel, le barouf, le bazar que faisait le lecteur de disquette, c'était à réveiller les morts dès que vous vous amusiez à lire un secteur avec un mauvais checksum, ou dès que vous vouliez lire un secteur que le lecteur ne trouvait pas. Le pire, c'était d'essayer d'accéder à une piste avec un numéro au-delà de 85. Déjà, au-delà de 83, vous ne pouviez pas écrire et lire des données, ça ne marchait pas. Mais si je ne me trompe pas, au-delà de 85, le lecteur, il faisait un vacarme, un truc de fou. Pareil, si vous vouliez faire aller la tête de lecture jusqu'à la piste -1. Si, j'ai essayé. Accidentellement. Une erreur dans un calcul d'index dans un programme que j'avais écrit. Au lieu d'accéder à la piste 0, j'ai voulu accéder à la piste -1. Ça faisait le même bruit que quand on essayait d'accéder à la piste 92. Bon. Bref. Passionnant, hein? Quoi, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui débarquent en 2018 et qui n'ont jamais entendu vraiment parler des disquettes. Hein. Bon. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à dire en plus là-dessus? Alors oui, j'ai quelque chose à dire en plus là-dessus. Parce que vous pouviez toujours donner un numéro faux à un secteur. Rien ne vous empêchait d'avoir 10 secteurs de données sur une piste, de donner à 9 des 10 secteurs les numéros classiques de 1 à 9. Alors, dans la première vidéo de la série, j'avais fait commencer ma numérotation des secteurs à 0. Je me suis rappelé récemment qu'on les numérotait plutôt à partir de 1. Voilà. Les pistes étaient vraiment numérotées à partir de 0. Les faces, c'était soit face 0, face 1, soit face 1 et face 2, selon les périodes et les écoles. Mais les secteurs, c'est vrai que la numérotation, généralement, par piste, commençait à 1. Donc, je disais, vous pouvez avoir 10 secteurs par piste, 9 secteurs sont numérotés de 1 à 9, et le 10e porte, par exemple, le numéro 114. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, ça n'empêchait pas la disquette de fonctionner, c'est-à-dire que vous pouviez avoir besoin que des données présentes dans les 9 premiers secteurs et ignorer le secteur 114 qui pouvait éventuellement avoir un rôle particulier. Vous pouviez aussi tout à fait stocker des données sur les 10 secteurs. Simplement, dans vos routines de lecture, il fallait donner des ordres
au contrôleur du lecteur de disquette, de sorte à ce qu'il lise les secteurs numérotés de 1 à 9, puis le secteur 114, pour avoir toutes vos données dans l'ordre. Et évidemment, un logiciel de copie qui aurait détecté en analysant le bout de secteur qu'il y avait 10 secteurs par piste, et qui essaierait juste de lire les secteurs numérotés de 1 à 10, se planterait et n'arriverait pas à copier la disquette correctement, puisque de fait, il manquerait un secteur de données dans la disquette écrite par le programme de copie. Bon, mais ça, c'est un type de protection contre copie qui est assez naïf. Autrement dit, un logiciel de copie qu'on aurait écrit bêtement, comme je le faisais en GFA basique en faisant que des appels XBIOS, une disquette de ce genre-là, mon programme aurait été incapable de la dupliquer. Mais un logiciel comme LaserCopy ou FastCopy, par exemple, n'avait aucune difficulté à copier une disquette avec ce genre-là de protection. Sauf que ce genre-là de protection, si on se met à le mélanger avec d'autres types de protection, ça peut faire un résultat assez retors. Hein. Alors, tout ça c'est bien beau, mais justement ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous donner un exemple d'un autre type de protection beaucoup plus coriace. Hein. Et pour cela, on va devoir descendre à un niveau encore plus bas que ce qu'on vient de faire là. Là, on arrive carrément au niveau du bit. Est-ce que vous savez, sur une disquette de l'Atari ST, comment les bits individuellement, 0 ou 1, étaient représentés sur une disquette? Hein? C'est une bonne question, ça. Sur le disque, il y a plein de minuscules aimants. Chacun de ces petits aimants peut avoir une orientation soit nord, soit sud. Voilà, il n'y a que 2 états possibles pour un de ces aimants. Et en fait, ne croyez pas que la tête de lecture est capable de détecter l'orientation nord ou sud d'un aimant isolé. Non. Donc en fait, il y a des zones entières dans lesquelles les orientations sont soit toujours nord, soit toujours sud. Ces zones s'appellent des flux. Donc vous avez des flux nord et des flux sud. Mais c'est pas fini, parce que la tête de lecture, elle ne peut pas détecter l'orientation d'un flux. Vous lui faites lire un flux, elle ne sait pas si c'est un flux nord ou un flux sud. La seule chose qu'elle est capable de détecter, c'est un changement. Quand vous lisez 2 flux à la suite, s'il y en a un nord et un sud, ou un sud et un nord, elle détecte un changement. Alors que si vous lui donnez 2 nord et ou bien 2 sud, elle détecte aucun changement. Lorsque la tête de lecture détectait un changement dans l'orientation des flux, on appelle ça en anglais un flux reversal. T'as vu, je speak bien l'anglish, j'ai un super accent. Bon, et donc, quand on détectait un flux reversal, c'était un 1, et sinon c'était un 0. Ah oui, mais un 0, c'est donc une zone où on ne détecte rien. Alors, au bout de combien de temps, sans avoir détecté de flux reversal, la tête de lecture est-elle certaine d'avoir bien lu un 0? Et s'il y a plusieurs zéros à la suite, comment les compter? Comment les compter sans risquer de se tromper? Eh oui. Alors, sur Atari ST, sur le lecteur de disquette standard de l'Atari ST, celui qui équipait en interne toutes les machines vendues, il y avait un système, une norme qui s'appelait MFM et sur laquelle on va en dire plus maintenant. Dans le format MFM, à chaque fois qu'on a 2 bits consécutifs de données, on insère un 3e bit qu'on appelle un clock bit. Ouais, vous ne rêvez pas. Ça veut dire que la quantité de bits effectivement enregistrés sur disquette est 50% plus grande que la quantité de bits d'information réelle. Alors, comment ça marche? Eh bien, à chaque fois que dans le flux de données à proprement parler, on avait 2 zéros à la suite, alors on insérait un clock bit égal à 1 juste après. Et dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire si on avait 0, 1 ou 1, 0 ou 1, 1, eh bien dans ce cas, on insérait un clock bit égal à 0. En procédant de cette façon, on n'avait jamais plus de 4 zéros consécutifs. Dans les bits de données, vous pouviez avoir autant de zéros consécutifs que c'était nécessaire, évidemment. Mais on avait un flux de bits dans lequel les bits de données et les clock bits étaient mélangés, 2 bits de données, un clock bit, 2 bits de données, un clock bit, et en considérant ce flux dans son ensemble, on n'avait jamais plus de 4 zéros consécutifs. Ajoutant à cela le fait que
le floppy disk controller, le contrôleur de lecteur de disquette, attendait 2 microsecondes un éventuel flux reversal à chaque fois qu'il essayait de lire le bit suivant. Concrètement, le FDC attendait pendant 2 microsecondes, et si pendant 2 microsecondes, la tête de lecture ne lui envoyait pas l'info qu'il y avait un flux reversal, eh bien, on estimait qu'il y avait un 0 à cet endroit-là. Donc, d'avoir ainsi un temps d'attente très précis pour chaque bit, et le fait de jamais avoir beaucoup de zéros à la suite, ça permettait de faire des lectures et des écritures qui fonctionnaient. Il restait quand même à savoir comment différencier les deux flux, hein, le flux de données et le flux de clock bit. Bah oui, données, données, clock, données, données, clock, données, données, clock. D'accord, ça c'est régulier, c'est pas compliqué. Mais quand la tête de lecture décode, entre guillemets, le premier bit d'une piste, est-ce qu'il fait partie des bits de données ou est-ce qu'il fait partie des clock bits? Bah, le disque il tourne, hein. Donc quand vous commencez à lire les données d'une piste, le premier bit, a priori, vous ne savez pas immédiatement si c'est un bit de données ou un clock bit. Alors, il y avait des mécanismes qui étaient des bits, des successions de bits très particulières, qui étaient insérés à certains endroits et qui permettaient à la tête de lecture de voir au bit près où commençait vraiment le flux dans lequel les bits de données et les clock bits étaient mélangés. Quand je vous dis qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup plus d'informations qu'on pourrait imaginer a priori, je vous dis pas de bêtises. Une partie de ces informations dont le programmeur peut faire totalement abstraction 99,9% du temps, était tout simplement nécessaire pour que les lecteurs de disquettes fonctionnent. Alors, c'est là que ça va devenir intéressant maintenant quand on en vient à parler de protection contre la copie. Là, vous comprenez que pour lire 3 bits à la suite, 2 bits de données et un clock bit, on a besoin de 6 microsecondes exactement. Il faut bien comprendre que lorsque les données écrites sur une disquette par un lecteur standard de l'Atari ST, cette time frame de 6 millisecondes est effectivement toujours respectée. Mais qu'est-ce qui peut se passer si on utilise une autre machine pour créer les disquettes? Enfin, pour écrire le contenu des disquettes. Une machine utilisée par les pros, par exemple les duplicateurs, ceux qui dupliquaient les disquettes en masse pour les logiciels du commerce. Donc ce sont des gens à qui on confiait un master ou qui pouvaient créer eux-mêmes le master en fonction d'instructions qu'on leur donnait, j'imagine, et qui après dupliquaient en masse à l'aide de machines qui pouvaient faire beaucoup plus de choses différentes qu'un simple lecteur de disquettes d'un ordinateur produit en grande série. Donc c'était des machines généralement très coûteuses, mais évidemment dans le cadre de la duplication massive de logiciels qui après allaient beaucoup se vendre, c'était rentable évidemment pour les sociétés qui vendaient les logiciels. Eh bien ces autres machines, on peut leur faire plein de choses pas très catholiques, et entre autres on peut disposer les bits autrement que de sorte à ce que la lecture de 3 bits dure toujours 6 microsecondes. Alors, on peut imaginer qu'il suffisait pendant l'écriture de faire varier, par exemple, la vitesse de rotation du disque, au moment où on voulait provoquer une petite anomalie de ce genre-là. Mais je ne sais pas du tout, moi, de quelle façon les disques étaient dupliqués par les machines pro. Si ça se trouve, c'est un système qui n'a rien à voir avec ça et qui peut-être permettait de créer des disquettes beaucoup plus vite que le temps qu'il faut pour les écrire sur un simple micro-ordinateur de l'époque. Donc, imaginez la chose suivante. Vous avez une disquette de jeu, par exemple, pour Atari ST, dont presque tous les secteurs sont totalement normaux, à la fois lisibles et écritables, entre guillemets, par le lecteur de l'Atari ST, et puis quelque part, ça peut être par exemple dans un seul secteur précis, vous avez des bits disposés de façon un peu différente, et du coup, le temps de lecture et de décodage de ces bits ne va pas durer exactement 6 microsecondes, peut-être 5 ou 5,5, ou peut-être même que vous avez toute une succession de bits
dans lesquels l'espacement varie à chaque fois et que ça vous donne des temps de lecture qui, je sais pas moi, qui diminuent de façon linéaire de 6,5 microsecondes à 4,5. Je dis n'importe quoi, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut là. Eh bien, ces disques-là, quand vous les lisez avec le lecteur de l'Atari ST, sur tous les secteurs qui sont normaux, il n'y a aucun problème. Et si vous avez stocké un jeu sur ces secteurs normaux, le jeu va pouvoir se charger et s'exécuter tout à fait proprement. Mais si dans le programme du jeu, si dans le code du jeu, il y a un moment où on lit le secteur qui contient ces bits bizarres là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la tête de lecture, elle va lire avec sa fenêtre de 6 millisecondes, microsecondes, pardon, tranquillement, sans se douter de rien. Et selon l'endroit où elle va commencer exactement la lecture de ces bits-là, eh bien, elle va pouvoir lire des choses différentes d'une fois sur l'autre. La succession de bits qui est enregistrée sur la disquette, elle est très précise, elle ne change pas, sauf si le support s'altère, mais elle ne change pas. Mais à la lecture, à deux lectures différentes, on peut obtenir deux résultats différents selon l'endroit exact où la tête de lecture a commencé à lire. C'est ce qu'on appelle des fuzzy bits ou des weak bits. Ce sont des bits qui, lorsqu'ils sont lus par le lecteur ordinaire d'un Atari ST, peuvent donner des résultats différents à chaque lecture. Mais alors, ces disquettes-là sont impossibles à dupliquer exactement avec un lecteur de l'Atari ST et un programme, un logiciel de copie, aussi sophistiqué soit-il. Parce que les logiciels de copie les plus malins savaient détecter des tas d'anomalies et les reproduire exactement. Certains logiciels de copie étaient tout à fait capables de dupliquer sans erreur des disquettes dont les secteurs n'avaient pas un nombre d'octets réglementaire. Certains logiciels de copie étaient parfaitement capables de dupliquer un secteur numéro 114. Mais un logiciel de copie, quand il lit une séquence de bits, ben, au moment d'écrire la disquette copie, il va écrire la séquence de bits qu'il a lue. Donc, vous aviez un jeu original avec un endroit précis dans lequel se trouvent des bits dont la valeur peut changer en apparence quand on les relie plusieurs fois. Et à côté de ça, vous aviez la disquette copiée qui, elle, donnait toujours le même résultat quand on lisait le secteur en question. On pouvait ainsi, dans le code du programme du jeu, déterminer si la disquette sur laquelle le jeu tournait était un original ou une copie. Si c'était le jeu original, en relisant plusieurs fois la protection, on avait plusieurs résultats différents. Alors que si le jeu était une copie, en lisant plusieurs fois le secteur en question, on avait toujours le même résultat. C'est pas génial ça? Est-ce que c'est pas absolument dingue? Est-ce que ça rend pas taré ça? Hein? C'est pas joli? Bon, alors il se trouve que le jeu Dungeon Master utilisait, pour ses multiples protections contre la copie, des fuzzy bits. Il y a un secteur et un seul de la disquette qui comportait des fuzzy bits. En réalité, la protection contre copie de Dungeon Master était beaucoup plus complexe que ça. Ils ont fait plein de choses, et toute la dernière vidéo de cette série, qui est la prochaine après celle-ci, va parler des mécanismes de protection contre la copie de la version Atari ST de Dungeon Master. Ils ont fait fort, J'ai beaucoup parlé de la disquette de Dungeon Master dans la vidéo numéro 2, c'est rien du tout à côté de ce que je vais dire dans la prochaine. Et pourtant, un beau jour, il a été possible pour un possesseur d'Atari ST de dupliquer la disquette originale de Dungeon Master et d'avoir une copie qui fonctionne, et ce, sans avoir fait appel aux compétences de super pirates qui auraient déplombé le jeu. Et ça c'est bien, parce que la loi à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque, la loi autorisait à dupliquer soi-même les logiciels dont on avait acquis légalement une copie originale. C'est la copie de sauvegarde.
Si vous aviez payé un exemplaire légal de Dungeon Master, vous aviez tout à fait le droit de faire une copie de sauvegarde qui vous permettait de pouvoir continuer à jouer si vous cassiez un jour l'original. Hein. Donc c'était autorisé par la loi, mais c'était rendu difficile à cause de la protection du jeu. Alors, pour faire une copie qui marche de l'original, on était obligé d'utiliser ce qu'on appelait les hardcopieurs. Malheureusement, les premiers hardcopieurs disponibles pour le grand public sont apparus bien après la sortie de Dungeon Master et également bien après la sortie de tout un tas d'autres super jeux. Donc, à ma connaissance, les hardcopieurs sur Atari ST, c'était Blitzcopy et Synchro Express. Alors, le principe du hardcopieur est le suivant. Vous avez d'un côté le lecteur de disquette interne de votre ordinateur, de votre Atari ST. Vous avez de notre côté un lecteur de disquette externe. Les hardcopieurs fonctionnaient forcément avec deux lecteurs de disquette en même temps, il n'y avait pas le choix. Et vous aviez une petite partie hardware qui se branchait, je ne sais plus comment. Je ne sais plus comment, mais en tout cas, elle était reliée au deuxième lecteur, au lecteur externe. Et cette pièce de hardware supplémentaire était nécessaire pour que le hardcopier fonctionne. Hein. Grâce à cette petite pièce hardware, les hardcopieurs pouvaient copier le contenu exact des disquettes de l'Atari ST beaucoup plus précisément que ce que pouvait faire le lecteur de disquette classique sans hardware supplémentaire. Il y a plein de disquettes de jeux qu'on pouvait copier grâce au hardcopier et qu'on ne pouvait pas copier autrement, pour ainsi dire. Et il y a certains jeux qui résistaient même au hardcopier. Hein. Alors, si je cite deux hardcopieurs différents, Blitz et Synchro Express, c'est pas uniquement parce que ma mémoire a retenu ces deux-là, c'est parce qu'il y avait une sacrée différence entre les deux. Blitzcopy, par exemple, il y en a des contrefaçons qui ont circulé. C'était assez... C'est un peu dommage d'ailleurs. Les personnes, les sociétés qui ont créé ce copieur ont eux-mêmes été copiés du coup. Donc c'est l'arroseur arrosé, quoi. Vous aviez d'un côté le logiciel, la partie logicielle du Blitz qui était sur une disquette qui était elle-même pas protégée contre copie. Hein. Et la partie hardware, c'était un truc qui était facile à fabriquer soi-même. Non, je ne savais pas faire parce que moi, le matériel, ça ne m'intéressait pas, mais je veux dire, il n'y avait apparemment pas besoin d'avoir des connaissances très poussées en électricité ou en électronique pour en fabriquer un soi-même. Bon, alors par contre, pour Synchro Express, ils ont été plus malins, ne serait-ce que... Alors Synchro Express, je ne l'ai jamais vu tourner, donc la partie hardware, je ne sais pas si c'était la même que celle du Blitz ou pas. Mais ce que je sais pour Synchro Express, c'est que le logiciel n'était pas sur une simple disquette, il était sur une cartouche. On l'oublie trop souvent, mais les Atari ST, en plus de leur lecteur de disquette, avaient un port cartouche. Tous les Atari ST étaient équipés d'un port cartouche qui servait pratiquement jamais, pour ainsi dire. Le logiciel Synchro Express était sur cartouche et il refusait de s'exécuter si on le copiait sur disquette et qu'on essayait de le lancer depuis une disquette. Autrement dit, Synchro Express, eux-mêmes, s'étaient bien blindés contre la copie grâce à leur cartouche. Voilà. Bon. Alors, l'autre grosse différence entre Blitz et Synchro Express, c'est que dans le Blitz, vous aviez qu'une méthode de copie. Voilà. Alors, c'était une méthode très performante, puisque Dungeon Master était duplicable sans se tromper avec Blitz. Et c'était très rapide. C'est-à-dire que déjà les deux lecteurs de disquette tournaient en même temps. Un Atari ST en temps normal ne pouvait pas faire tourner ces deux lecteurs de disquette en même temps. Mais grâce à la pièce de hardware en plus, entre autres choses, on voyait les deux lecteurs tourner en même temps, c'était assez impressionnant. C'est-à-dire que les données étaient écrites sur le lecteur B quasi simultanément à leur lecture sur le lecteur A. C'était assez impressionnant à voir. Et en plus, c'était extrêmement rapide. C'est-à-dire que c'était plus rapide, beaucoup plus rapide, de copier une disquette double face avec le Blitz qu'une disquette simple face sans le Blitz. C'est dire. Bon. Et cela dit, il y a quand même pas mal de jeux qui résistaient au Blitz. Hein. Par contre, Synchro Express, c'est encore mieux, tout simplement parce que vous aviez deux modes de copie différents.
un qui s'appelait Synchro et un qui s'appelait Express. Hein, on va pas chercher midi à 14 heures. Le mode Express était identique à celui du Blitz. Alors, identique en apparence. Hein. Bon, c'était aussi rapide et ça pouvait copier à peu près les mêmes jeux. Par contre, pour les jeux qui n'étaient pas copiés correctement en mode Express, il y avait le mode Synchro qui copiait plus de jeux, qui arrivait à déjouer, entre guillemets, plusieurs protections contre copie. Enfin, déjouer, c'est pas le bon terme. C'est plutôt reproduire fidèlement une protection contre copie. Et là, par contre, c'était très lent. J'ai entendu parler de disquettes qui mettaient 1h30 à copier avec ce mode-là. Donc certains jeux pouvaient être copiés à condition de patienter 1h30 par disquette. Bon, ouais. Ouais, il y en a qui étaient motivés pour pas acheter les originaux. Hein. Bon, bref. Alors, il y avait une dernière option pour copier des jeux récalcitrants sur l'Atari ST sans hardcopier. C'était de faire les copies sur Amiga. Sur Amiga, il y avait un logiciel de copie qui n'avait pas de partie matérielle, qui s'appelait Xcopy, et qui était très performant pour déjouer certaines protections de disquettes Atari ST. Et inversement d'ailleurs, il y a des jeux Amiga que même Xcopy n'arrivait pas à copier, mais que d'un autre côté, certains copieurs sur l'Atari ST, en particulier Synchro Express, qui était sûrement le plus balèze de tous, arrivaient à copier correctement. Je vais terminer cette vidéo en parlant de la version Atari ST de Xcopy, qui était une épouvantable merde, une connerie programmée en GFA basique, qui n'était pas plus puissante que les copieurs que j'étais capable d'écrire moi-même, qui avait une interface graphique très jolie, copiée complètement sur la version Amiga, mais qui n'en avait pas du tout la puissance. Hein. Ah, Xcopy sur Atari ST, c'était une grosse merde. Hein. Fastcopy était plus puissant. Hein. Sérieux, hein. Ah, c'est une catastrophe. Hein. Je me souviens d'une pub dans ST Magazine pour la version ST de Xcopy qui disait c'est le parfait jumeau de la version Amiga, la puissance en moins. Autrement dit, c'est une merde, parce que Xcopy sur Amiga, c'est surtout pour sa puissance que les gens l'utilisaient. Hein, sa superbe interface graphique, ce n'était qu'un détail. Bon, allez, prochaine vidéo et dernière vidéo de cette série, on va parler en détail des protections, des mécanismes de protection, aussi bien côté matériel que côté logiciel de Dungeon Master, et vous allez voir, c'est du très haut niveau, hein. Vraiment. À bientôt.